cher Simon, c'est la portion Bonnie. Oui. Antoine Brunet, on l'a perdu. Faut expliquer qu'aujourd'hui, tu as une crevaison, mon pauvre. Tu as eu du retard. Oui, j'ai eu 1 heure de retard. Et Antoine avait un autre job. Oui. Alors, il y avait des engagements. Puis là, avec l'heure de retard, je lui ai dit, garde, je suis quand même capable de lire. Alors, je vais lire les questions. Pas si pire. Oui. On passe d'un Brunet à un Brunet, c'est pas si pire que ça. Oui. En attendant notre ami Pag. Yes. La semaine prochaine. Yes. Alors, je relis la question qu'on t'a posée, la question qui a sûrement titillé nos abonnés. Mike, 65. Je me demande si le Snake prendrait toujours Rasmus Dahlin avant Lane Hudson. Après, j'y réponds. Oui. 4 ans de différence, évidemment. À un moment donné, ça va faire une différence parce que Rasmus Dahlin vieillit. C'est sûr, Rasmus Dahlin aussi a un plus gros contrat. Mais regarde, on va laisser faire l'âge et le contrat. Oui, laissons faire l'âge et le contrat. Et là, on va dire, mettons, pour les 6-7 prochaines années de hockey. Là. Ah. Oui. 6-7. Oui. 8. Non, mais moi, c'est que je voulais faire un truc au même âge ou tout ça, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas le même âge. Oui. Moi, je te dirais en ce moment, pour construire mon équipe, regarde, c'est une longue hésitation parce que Lane Hudson, il carbure, là, tu sais, je veux dire, il aide le Canadien. Mais Rasmus Dahlin, moi, il a été meilleur que je pensais dans sa carrière. Je l'avais classé premier, mais j'avais Quinn Hughes un fil en arrière. Puis honnêtement, Rasmus Dahlin, je le trouvais peut-être un petit peu surévalué parce qu'on voyait en lui un prochain gagnant de 6 trophées Norris, qui n'a pas gagné d'ailleurs encore. Mais il est quand même très, très bon. Il va peut-être gagner. Oui, il va peut-être gagner cette année. Je pense que j'y vais avec Dahlin. OK, je vais te poser une question, moi. Oui. L'an prochain, tu as une saison. Oui. Tu prends Dahlin ou Watson? Dahlin. Moi aussi. Ouais. Mathieu Belchamber. Question pour Simon. Plusieurs repêchages simulés ont Caleb Malhotra au 3e rang à Vancouver. Mais les Canucks ont déjà Peterson et Rossi, assumant que McKenna et Reed sortent 1 et 2. Vancouver ne serait-il pas tenté par Stenberg? Oui. Moi, je pense que Vancouver va y aller avec le joueur de centre. Il y a aussi le fait que le père de Malhotra est entraîneur à Abbotsford, la filiale des Canucks. C'est juste pour ça qu'il est 3e, là. Oui. Mais il y a également le fait qu'il y a une grosse absence de joueurs de centre de qualité dans ce repêchage-ci. Et les équipes ont tendance à prendre un centre avant un ailier. Malhotra, c'est un bon joueur. Il a produit énormément dans la Ligue de l'Ontario, ce qui est quand même un bon barème, un bon baromètre, c'est-à-dire. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a le potentiel offensif digne d'un gars choisi 3e. Mais, si je puis me permettre, tu es une équipe en reconstruction. Est-ce que Elias Peterson et Marco Rossi sont tes 2 centres d'avenir? C'est là le problème. Voilà. Alors, c'est probablement pour ça qu'ils vont y aller avec Malhotra. Alors qu'un Stenberg, ça peut se trouver. Mais pour moi, Malhotra, ça demeure plus un 2e centre de luxe. Un Mason McTavish en mieux? Ouais, mettons. Ouais. Juan Pablomina. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'écart entre Ivar Stenberg et Chase Reed, est-ce que vous tenez compte du fait qu'un défenseur est plus utile qu'un ailier? Non. Parce que si je tiens compte qu'un défenseur est plus utile qu'un ailier, ben je vais classer le défenseur avant. Mais tu as Stenberg avant Reed. Pas décidé encore. Ah, tu n'as pas décidé. Ouais. J'ai mon top 5 dans ma tête, mais je n'ai pas l'ordre encore. Non. Ça va venir pour ceux là, qui... Probablement dans 2 ou 3 semaines. Début juin, je vais avoir mon top 20. Comme je t'ai dit, mes 5 sont décidés, j'ai juste pas d'ordre encore. Pourquoi j'ai à lire les noms, moi? Frock Z 24-25. Parce que t'aimes ça quand les gens ont des surnoms. Qu'est-ce que Simon pense de Carson Wetch? Peut-être une fameuse carte cachée des Sharks? Ça m'étonnerait. Les Sharks ont eu le don au cours des 20-25 dernières années de nous trouver des joueurs choisis un petit peu plus loin qui ont performé. On pense à Joe Pavelski, entre autres. Mais Wetch, qui a été signé la semaine dernière, va commencer sa carrière avec le Barracuda. Je pense qu'éventuellement, c'est un joueur qui a beaucoup d'énergie. C'est probablement le type de joueur que Mike Greer recherche pour compléter son équipe et les fameux joueurs de soutien dont on parlait en série qui pourraient être utiles. Mais je ne mettrai pas la charrue avant les bœufs. Wetch a des croûtes à manger avant de dépasser d'autres espoirs des Sharks.
Bon, ben puisque c'est le nom qui est inscrit là, Frequency Upgrades. Vous parlez de New York, ça a mentionné que Kent Hughes a dit sur votre podcast qu'il allait prendre Brindley avec le choix échangé pour New York. Un joueur de 5 pieds 9, un an après avoir repêché un petit mézard, mais cher. Quelle a été votre réaction lorsque Hughes vous a fait cette confidence et quelle était votre opinion de Brindley au repêchage? On l'abordait un peu la semaine dernière, mais pas directement. Ouais, Brindley, c'est ça. C'est vraiment pas un grand joueur, point de vue physique. C'est un gars qui a été choisi au 34e rang par Columbus, donc au début de la deuxième ronde en 2023. Mon opinion, regarde, il jouait dans USHL. C'était un gars qui, malgré le fait qu'il était un late, il n'a même pas obtenu un point par match. Puis je trouvais pas, moi, qu'il y avait un potentiel offensif qui justifiait de choisir un gars qui a un physique comme celui-là. Là, il est rendu au Colorado, mais il a joué beaucoup de matchs au Colorado cette année, je pense 56, d'après ce que je vois ici. Mais il est retourné dans les mineurs avec les Eagles du Colorado en série. Pour moi, en ce moment, oui, Brindley, c'est mieux que Méchard, mais le potentiel de Brindley, c'est pas bien plus qu'un quatrième trio. Bon. Écho de noob. Question pour Snake. J'ai joué Midget Espoir. J'ai vu beaucoup de très bons joueurs à qui il manque un petit quelque chose pour aller au prochain niveau. Comme on repêche les gars à 15-16 ans et que le hockey est un sport à développement tardif, crois-tu que des joueurs qui jouent collégial Division 1 auraient pu atteindre la LNH en jouant plutôt dans des ligues plus compétitives comme la BCHL ou des ligues pro secondaires en Europe? OK. Je peux comprendre qu'il y a des joueurs, des fois, qui ont des poussées de croissance. Et puis, c'est très tôt pour repêcher des joueurs dans le junior. On les prend après leur saison de 15 ans. Il y en a qui sont choisis aussi après leur saison de 16 ans s'ils demeurent dans le midget. Mais après ça, un joueur va tracer un peu son chemin. Même s'il se retrouve dans le collégial Division 1, s'il fait 4 points par match, il y a quelqu'un qui va le remarquer, il y a quelqu'un qui va le signer. Et puis, c'est à lui, puis à son agent, à aller dans BCHL, s'essayer, faire des camps d'entraînement, voir qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, il n'y a pas vraiment... Oui, il y a des joueurs qui peuvent être sous-évalués par des recruteurs. Mais à un moment donné, si un gars il a passé entre les cracks du plancher au repêchage midget, il a quand même le temps d'aller dominer ailleurs. Mais l'affaire, c'est qu'il va falloir qu'il domine. Tu sais, si tu es dans la division A de collégial, puis que tu as 10 points en 30 matchs, bien, quand même qu'une équipe junior t'a repêché ou pas, malheureusement, peut-être que ta fiche indique qui tu es. C'est lequel le GP qui t'a suggéré de... Marcoux. OK, parce que là, on a un JP Grenier. Ouais. Je n'étais pas sûr. Étant donné le besoin d'un deuxième centre à Montréal, on entend beaucoup parler de Mason McTavish. D'après vous, est-ce que McTavish est comparable à un autre gros centre gaucher repêché troisième, Pierre-Luc Dubois? Leurs points par match se ressemblent et pour l'instant, leur contrat semble plus élevé que ce qu'ils apportent à l'équipe. C'est intéressant comme comparable parce qu'il y a beaucoup de points en commun. Cependant, c'est deux joueurs différents. Ben, Dubois est plus... Mais au point de vue, là... plus actif, Dubois. Mais au point de vue, oui, mais au point de vue d'irrégularité, d'inconstance, au point de vue, ils ont été repêchés troisième, ils ont des gros contrats, on s'attendait à beaucoup, des fois, ils nous en donnent moins. Mm-hmm. Je te dirais que Dubois, quand même, il a été repêché pas mal plusieurs années avant McTavish. Dubois a quand même eu certaines solides saisons. Il y a eu des très beaux moments en carrière. Ouais. Alors que Mason McTavish, lui, il a eu des flashs. Mm-hmm. Mais je comprends je comprends le point de comparaison dans le sens que quand on repêche des gars troisième, habituellement, on s'attendait à plus. Bon, mais disons qu'on te demande un choix de premier tour puis un espoir, là. Oui. Lequel des deux tu prends? Ben, à cause de son âge, je vais y aller avec McTavish. OK. Mais le choix de premier tour, il est mieux d'être lointain. Alors, si tu fais allusion au Canadien, ouais, mais là, 28e... les Ducks ne prendront pas juste un choix de 28e au total. Là. Non, c'est ça. Puis un espoir, l'espoir, il est mieux... Pickford, disons. Pickford puis un choix de première. Oui. Mais un choix de première, là, 28, 29, 30, 31. C'est ce qu'il est, là. Ouais, c'est ça. Pierre Bélanger, question pour Simon. On dit que toutes les équipes cherchent un deuxième centre, mais comment peut-on le définir? Est-ce un centre numéro 1 d'une équipe de bas de classement qui n'est pas dans la bonne chaise, comme Koivu à l'époque, Sakou de son prénom? Evgeny Malkin était clairement un centre numéro 1, même s'il n'a pas eu ce rôle dans sa carrière, jouant derrière Crosby. As-tu quelques noms de vrais deuxième centres dans la Ligue?
Ça c'est une excellente question parce qu'un vrai deuxième centre, justement, c'est quelqu'un qui n'a pas l'étoffe pour être le gars qu'une équipe va faire jouer 20, 23, 25 minutes par match. Mais en même temps, il faut que ça soit un gars qui est quand même de bon calibre. Il y a des deuxièmes centres par défaut dans la Ligue nationale. Ouais. Fait qu'il y a aussi ça. Est-ce qu'il y a 32 deuxièmes centres dans la Ligue nationale? Il n'y en a pas. Alors moi, je te dirais que des exemples de deuxième centre, puis, regarde, Colorado en a 2, je te dirais, en ce moment, Brock Nelson puis Nadim Kadri. Ouais. Il y en a, là, Kadri joue plus sur le troisième trio, mais c'en est 2 exemples. Si tu prends un exemple de comment dirais-je, de club champion, ou dépendant que si ton premier centre n'est pas nécessairement un McDavid ou un Draisaitl, ben peut-être que Robert Thomas se qualifie de deuxième centre idéal. Oh. Mais ça dépend du club. Mais c'est pas Crosby-Malkin, mais Thomas, il est plus, d'après moi, un 1.5. Puis tu l'aimes plus que Suzuki. Puis maintenant. Regarde, non, c'est pas ça, Mathias. Moi, là... J'étais sage aujourd'hui. Non, mais regarde, moi je te dis, quand je regarde une partie de hockey, ça revient toujours à... on rigolait avec mais ça. Donc, en 2026, pour gagner, tu prends Suzuki avant Thomas. Puis tout ce que je demande. Pour moi, c'est... Pour moi, c'est juste ton hésitation, j'en ai assez. Tu m'amènes vers des affaires où je ne veux pas aller. Bon, bien, vas-y pas. OK, on nous demande des deuxièmes centres. Mais non, toi, c'est un no-brainer, là, mais c'est correct. Zach Desrosiers, lui, te demande si Roman Kantserov, qui vient de signer à Chicago, va avoir un impact immédiat chez les Blackhawks. Ça, en ce moment, c'est probablement une des questions qui est sur les lèvres de beaucoup de poolers. Oui. Parce que c'est l'inconnu. Tu sais, c'est facile pour un pooler de repêcher Gavin McKenna puis se dire, peut-être qu'un jour, il va faire 90 points. Roman Kantserov, est-ce qu'il va devenir un Panarin? Est-ce qu'il va devenir un Mikheyev? Est-ce qu'il va devenir un Kaprizov? Ou est-ce qu'il va devenir un Nikita Gusev? Ou un Evgeny Dadonov? Honnêtement, je ne sais pas. C'est un joueur qui est de petite taille, mais il va avoir une très, très grosse opportunité de se faire valoir à Chicago, en raison du fait qu'on cherche des compagnons de trio à Bédard. Regarde, obligé de répondre, moi je te dirais plus oui que non. Okay. Parce que je l'aime beaucoup. Il y a c'est sûr que c'est un gars qui s'est développé un petit peu sur le tard, mais il a quand même été très, très bon dans la KHL. Et ce que j'aime de lui, il n'a pas peur. Bon. Mathieu Viau-Renaud. Bonjour, messieurs. Croyez-vous qu'on prend pour acquis le développement physique des jeunes joueurs? Est-ce qu'on surestime la capacité et la volonté des joueurs de prendre de la masse musculaire? Bien, c'est très, très rare, moi, que j'ai vu des gars... Tu sais, souvent, ça, c'est un commentaire typique au moment du repêchage. Que tu parles aux dirigeants, que tu parles aux recruteurs, que tu parles aux analystes. Ah, bien moi-même, je disais, Trevor Connelly. J'adore Trevor Connelly, mais il a besoin de plus de muscles sur sa charpente. Mm-hmm. Ça, c'est officiel. Est-ce qu'on surestime la capacité et la volonté? Moi, je pense pas. Moi, je pense que la volonté, elle est là. Les joueurs veulent atteindre la Ligue nationale, veulent gagner beaucoup d'argent. Puis s'ils sont rendus là, c'est parce qu'au départ, la volonté, ils l'avaient. La capacité, cependant, je pense qu'à ce moment-là, c'est plus physiologique. Il y a des gens qui ont une charpente qui est plus favorable que d'autres pour gagner un 20, 30, 35 livres de muscle par rapport à ce qu'ils étaient à 15-16 ans. Il y en a un peu moins. Mais je ne pense pas que ça soit surestimé. C'est très, très rare. Moi, j'ai rarement vu un joueur arriver dans la Ligue nationale puis que 5 ans plus tard, il n'était pas plus costaud. À part Wayne Gretzky, peut-être. J'aime beaucoup la question de Martin Desgagnés. Salut Simon, tu es le DG des Sharks. Nomme-nous tous les défenseurs que tu accepterais de recevoir dans un échange 1 contre 1 pour le deuxième choix des Sharks. Le contrat actuel et futur doit être considéré. OK. Alors, sans ordre précis, 2 joueurs dont on vient de parler. Rasmus Dahlin et Lane Hudson. Ça n'arrivera pas pour les Sharks. Ça n'arrivera pas. Zach Werenski. Ça, c'en est un autre. Même s'il approche de la trentaine, Kel McCarr. Quinn Hughes. Ça n'arrivera pas non plus. Quinn Hughes, évidemment. Ça n'arrivera pas, c'est sûr. Quinn Hughes, évidemment. Je pense que... Un échange réaliste, là? On a pas mal fait le tour. Dans un échange réaliste... Est-ce que tu penses que Dallas serait prêt à laisser aller un Miro Iskanen? Non.
Non. Alors, du côté Est-ce que réaliste, les Sharks, tu prends Dobson pour le non. deuxième? Non. Non, j'aime mieux Donc, aller- Chase Reed va être meilleur, puis Stenberg va être meilleur? Ben, on parle de défenseurs, là. Oui. Oui. Non, Oui? je garde mon deuxième choix. OK. Noah Dobson, c'est pas digne d'un deuxième choix quand même. Surtout que là, tu vas te chercher un joueur qui est 7 ans plus jeune. En OK. plus. Parfait. En plus. Fait que c'est pas mal ça. Ah, ben, Matthew Schaefer, évidemment. Mais non, mais on parle d'échange réaliste. Non, mais il demande. Et je pense que Martin veut savoir, il nomme-nous tous les défenseurs que tu accepterais. Oui, c'est ça. C'est sûr que je les Mais accepterais. il n'y en a aucun que l'autre équipe accepterait là, de donner là, dans ceux que tu as nommés. Pense pas. Non. Est-ce Je te que le dis. Washington donnerait Cole Hudson? Ah. Là, tu vois, on jase. Là. Ouais. Là, on commence à jaser. Est-ce que je le ferais un contre un? Non. Il faudrait que Washington rajoute quelque chose. OK. Mais là, on est dans un, Parfait. on est dans un créneau plus réaliste. OK. Ouais. Yannick Collin, en enlevant de l'équation qu'il est mal entouré, est-ce que le rendement en série de Demidov jusqu'à maintenant est inquiétant pour vous? Je le trouve invisible plus souvent qu'autrement et le style robuste et plus serré des séries ne semble pas l'avantager. Yannick a probablement Oui, ça envoyé fait sa longtemps question qu'elle a été posée avant les derniers matchs parce que Demidov, plus ça avançait, plus il s'améliorait, plus il y avait de l'aplomb. Et juste la façon que ce gars-là manie la rondelle, tu vois que même si le Canadien a beaucoup de joueurs talentueux, tu vois qu'il est un cran au-dessus des autres. Mais c'est parce que depuis 3 matchs, la différence pour moi, 3-4 matchs, c'est que quand il est sur la glace maintenant, peu importe où il se trouve, puis l'opposition, tu te dis, il peut se passer quelque chose. Il peut produire une occasion de marquer. Exactement. Ouais. Exactement. Simon Lerat, de Yes. retour. Yes. Les partisans des Canadiens sont en train de découvrir Zach Benson. Ben, ils ont découvert, ils avaient découvert Feu les Sabres, surnommé affectueusement le Petit Rat. Est-ce que son côté fatigant et hargneux était connu à son année de repêchage? Oui et non. Là, tu vas dire, pourquoi tu dis oui et non? Pourquoi tu dis oui? Pourquoi Non? je dis oui et non? Zach Benson, à la base, il était reconnu comme un petit joueur assez électrisant offensivement. Il jouait à l'époque avec le Ice de Winnipeg. Il y avait dans cette équipe-là Mathieu Savoie et Connor Geeky. C'était une équipe qui était très forte offensivement. Alors oui, il était hargneux, mais on dirait que dans la Ligue nationale, il a décidé de monter ça d'un cran pour que ça devienne une identité. Ouais. Alors que ce n'était pas nécessairement son identité dans le junior. OK. Mais c'était pas un paresseux, c'était pas un gars qui était pas hargneux. Il ne s'est pas transformé du jour au lendemain comme ça. Je dirais juste que ça a été amplifié. Et souvent, c'est le cas des joueurs. Je pense qu'un joueur qui a des défauts, qui a certains défauts majeurs dans le junior, il faut qu'il améliore ça. On dit ça souvent. OK. Il ne l'améliorera pas. Mais une chose, par contre, qu'un joueur peut faire, il peut amplifier certaines qualités. Et je pense que dans le cas de Benson, c'est une qualité. Hein? Pas pour les adversaires et les partisans de l'autre équipe. Il m'a étonné. Mais c'est vraiment un gars puis de petite stature. Il joue gros. Il joue gros, Ouais. exact. Thomas Barlow. Salut Snake. Que penses-tu de Thomas Verdon, des Huskies de Rouyn-Noranda? Penses-tu que sa belle saison de 95 points et sa superbe séquence d'un point par match en série fera tourner les têtes enfin? Oui, Thomas Verdon, c'est un joueur qui a joué sa saison de 20 ans. Alors, c'est sûr que... Je ne le dis pas méchamment. Non, 95 points à 20 ans, 22 points en 17 matchs en série, c'est sûr que tu dois toujours respecter ça. Mais l'histoire nous démontre que dans le meilleur des cas, ces joueurs-là vont obtenir des contrats comme Alex Barré-Boulet. Je me rappelle, c'est à peu près le genre de profil. Les joueurs comme ça, c'est un gars qui a 19 ans, a eu 57 points. Alors, des fois, à 20 ans, étant donné qu'ils sont dans une catégorie de joueurs plus vieux, ils vont prendre leur envol, mais c'est pas que c'est trop peu, trop tard, mais je veux dire, Verdon, il n'a quand même pas eu 150 points non plus. Il a eu 95 points. Il a été parmi les meilleurs compteurs de la Ligue. Moi, je pense que ce que ça peut lui donner, cependant, c'est qu'il va peut-être se faire remarquer pour obtenir un contrat de la Ligue américaine. Bon. Et ça, déjà, si c'est un contrat de la Ligue américaine, ben, tu as ta chance, saisis-la, puis démontre à l'équipe que tu mérites un contrat de la Ligue nationale. Jeff Chaput, lui, il passe pas par 4 chemins. Hein? Newhook ou Lekonen? Regarde, T'hésites, hein? Non, j'hésite pas. C'est que c'est une question qui, pour moi, qui est difficile à répondre. Je veux dire pourquoi.
J'ai toujours été en amour avec Newhook dans les rangs juniors. OK. J'ai toujours aimé son style de patineur quand même rapide. Lekonen, pour moi, je sais qu'il est utile au Colorado. Ouais. Je le sais qu'il est Il n'est pas juste utile, là, il est bon. Oui. Il s'est beaucoup amélioré depuis Ouais. le temps où il manquait des filets ouverts à Montréal. Fait que si tu m'avais posé la question il y a 5 ans, pré-échange au Colorado, je t'aurais dit, ben là, c'est une joke, M. Chaput. Là, maintenant, à cause de mon billet favorable et envers Newhook, puis un peu défavorable avec Lekonen, je te dirais que je prendrais quand même Newhook. Parce que c'est plus mon style de joueur. Mais Lekonen, il est vraiment un complément idéal au trio de McKinnon. Tu prends quand même plus de détours que Jeff. Moi, je prends Lekonen. OK. Ben, il y a plus d'offensive aussi en général sur En une général, base oui. constante. Oui. Mais il joue avec McKinnon aussi. Ouais. Mais il est plus vieux. Oui. Garde. OK. C'est ça. Tu gardes le meilleur pour la fin? Ben oui. Ben, je vois pas de page 4, c'est ça? Non, c'est ça. Jean-Philippe Tifo, qu'on a eu le bonheur d'amener souper à Cage au Sport avec son garçon, Logan. Ouais, oui. Ça a été très agréable. Logan, évidemment, pour ceux qui ont écouté l'épisode la semaine dernière, a posé une question aussi. Oui, Très oui. bon. Ça nous donne des idées aussi là, pour les plus jeunes. Là. On va vous en reparler éventuellement. Alors, Jean-Philippe, tout d'abord, un gros merci pour l'expérience de la semaine dernière. Logan avait une question qu'il avait oublié de poser, alors la voici. Sachant le faible écart de talent, selon ton évaluation des meilleurs espoirs, notamment les 3 premiers, en McKenna, Reed et Stenberg, est-ce que les Canucks se retrouvent dans une position de gagnant potentiel malgré le résultat de la loterie? Un scénario à la Makar pour l'Avalanche, par exemple, où ils pourraient se retrouver avec le meilleur joueur disponible sans avoir eu à trancher. Ouais, c'est bien ça. Oui. Je pense que... Logan, 11 ans, on le rappelle. Oui. C'est un scénario idéal pour un groupe de recruteurs qui, pour X, Y, Z raison, ne peuvent pas trancher. Oui. Il y a des fois, c'est par crainte de se tromper, mais il y a d'autres fois, c'est parce que c'est difficile de trancher. Je viens de dire, moi, que j'ai un top 5. On est rendu le 19 mai. La majorité des joueurs, leur saison est terminée. Puis, si c'est pas tous les joueurs, non, il y a Stenberg qui joue encore. Puis, je ne suis pas capable de faire mon top 5. Alors, dans une situation comme cette année, oui, Vancouver, ils peuvent juste s'asseoir puis attendre. Mais il y a quand même un bémol que j'ajoute à ça. McKenna, Reed, Stenberg, ça a l'air d'un consensus top 3 en ce moment, peu importe l'ordre. Cependant, il y a quand même 2 autres joueurs à considérer. J'en ai parlé tout à l'heure. Vancouver, d'après moi, c'est Caleb Malhotra qu'ils ont dans leur mire, un joueur de centre. Mais Puis, on se fie à quoi, là? Oui. À part le fait que son père travaille pour les Canucks, là. On se fie au fait qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de centre, puis le gars a quand même produit cette année, puis c'est un joueur qui a une bonne réputation. Tu sais, c'est un genre de joueur que les coachs aiment. Tu sais, le genre, les intangibles, tu sais, comme tu aimes bien dire pour Suzuki, là. Ouais, Ben, c'est ça. Non, mais 100 points, là, c'est plus que des intangibles. Non, mais tu parles des intangibles pour Beniers, Suzuki. là, les coachs l'aiment, puis ils regardent, là. Je sais. Bon, ben, c'est sûr que Malhotra, offensivement, il y a plus... Si tu mets entre Beniers et Suzuki, pour moi, il est peut-être entre les deux. Peut-être plus proche de Beniers. Oui, quand même. Ouais, Okay. entre les deux. Okay. Entre Beniers et Suzuki, peut-être plus proche de Beniers. Alors moi, est-ce que je le prendrais au 3e rang? Non. Mais c'est pour te dire, Logan, que il n'y a pas juste ces 3 gars-là en ce moment qui sont là. Et il y a le défenseur Carlson Carls. Carlson Carls, il est plus jeune que Chase Reed. C'est à peu près le même style de défenseur. L'avantage que Reed a, c'est qu'il joue en Ontario. Alors, d'après moi, la Ligue est plus forte que dans l'Ouest. Mais il y a des analystes de repêchage comme Craig Button qui, eux, ont Carlson Carls 2e. Ouais, la majorité des autres... Non, mais la majorité des autres analystes l'ont à peu près 5e. Okay. Moi, je l'ai top 5. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais le mettre. Je ne le mettrai pas 2. Mais, en tout cas, c'est bien, bien serré. Cette année, c'est une genre d'année, c'est un genre de repêchage où je trouve ça ridicule quand il y a des analystes qui sortent leur top 5 en ce moment ou top 10.
puis qu'il y a des gens qui rient d'eux parce qu'ils ont certains gars 4e alors qu'eux, ils pensent qu'ils vont être premiers, ou il y a certains gars 2e alors qu'ils devraient être 5e. L'écart, il est hyper mince. Puis moi, il y a un podcast que j'aime beaucoup, c'est celui de Chris Peters sur Flow Hockey. Chris Peters, il a déjà été à ESPN. C'est un analyste qui est très, très posé. Il n'essaie pas d'avoir des clics. Il n'est pas nécessairement... Il ne sort pas nécessairement des sentiers battus. Ça, j'aime moins ça, parce qu'à un moment donné, il faut que tu sortes des sentiers battus, mais il reste quand même que c'est un gars qui est posé. Puis lui, il est d'avis que cette année, le repêchage, c'est un véritable casse-tête pour les équipes. D'après les équipes à qui il parle à des recruteurs. Oui. Il paraît que c'est un véritable casse-tête en ce moment pour le top 3, top 4, top 5. Donc, ce que tu es en train de dire à Logan, c'est que les Canucks vont avoir une évaluation compliquée à faire. C'est ça. Au lieu de simplement arriver et dire « je prends l'autre ». Oui. Tu sais, si ça avait été là, clairement McKenna-Stenberg, mettons là. Ben, OK. La deuxième équipe, San Jose, t'attends. OK. S'il prend McKenna, on prend Stenberg. S'il prend Stenberg, on prend McKenna. À Vancouver, oui, il y a une évaluation à faire. Puis ils prendront bien ce qu'ils voudront, mais ça va être un choix qui va être important parce que je pense que Vancouver va avoir plusieurs choix élevés dans les prochaines années. Oui. Puis le gars de cette année, ça va être la base de tout ça. Puis, en tout cas. Alors, c'est ça ma réponse. C'était longue, Logan, ma réponse. Non. Mais c'est également pour faire un petit peu une explication globale de la façon dont les équipes puis les analystes de repêchage pensent cette année. Moi, c'est probablement l'année la plus compliquée depuis 2021. Puis 2021. J'allais dire 2021. Oui, justement. mais il y avait la COVID. Ouais. Alors, on avait une bonne excuse. Okay. Là, c'est pas une idée que tu n'as pas vu les joueurs jouer. C'est juste que tous ces joueurs-là, il y a un argument pour dire qu'ils vont devenir des vedettes, puis il y a un argument pour dire qu'ils pourraient être des joueurs très ordinaires. Bon. Merci, Simon. Merci à tous de nous avoir accompagnés pour cette portion bonus et à la semaine prochaine.